Votre engeance me dégoûte. Un autre sale criminel qui remport de cette peau noire. Les mots de l'agent Damien Hébert fendirent l'air du parking tandis qu'il écrasait le visage de Léo Dubois contre le bitume. La pommette de l'adolescent de 16 ans se fissura. Le genou de Hébert broyait sa colonne vertébrale. « J'ai payé pour ça » haleta Léo. Hébert lui tordit le bras. « Bien sûr que tu as payé. Le mensonge, vous avez ça dans le sang. » Le ticket de caisse de Léo s'éparpilla dans le vent. Sa lettre d'admission à une prestigieuse université s'écrasa sous la botte de l'agent. Le sang forma une flaque sur l'asphalte. 20 personnes regardaient. Téléphone levé, personne ne bougeait. Le portable de Léo vibra. Papa appelle, puis tout s'arrêta. Des pneus crissèrent, un véhicule pile net, les portières s'ouvrirent à la volée, des pas multiples. Rapide, urgent. Hébert leva les yeux, son rictus s'effaça. Ce qu'il vit fit lâcher sa main du cou de Léo, le fit se relever, fit blêmir son visage. 45 minutes plus tôt, Léo Dubois n'était qu'un adolescent cherchant un cadeau pour l'anniversaire de sa sœur. Le centre commercial de la Grande Esplanade bourdonnait de l'énergie d'un dimanche matin. Léo parcourait une boutique de vêtements tenant un pull bleu. Il envoya une photo à sa mère. « Sophie va adorer. » « Non ?» Son téléphone s'illumina d'une réponse de papa. « J'arrive mon fils. Sois prudent. » Léo sourit et rangea son téléphone. Il prit le pull, ajouta un bonnet assorti et se dirigea vers la caisse. La caissière, une jeune femme nommée Émilie Cartier, scanna les articles. « Ça fera 47 €, dit-elle joyeusement. Léo tendit sa carte bancaire. La machine bipa. Transaction approuvée. Émilie imprima le ticket et le glissa dans le sac. « Votre sœur a de la chance, dit-elle. Elle va avoir 12 ans. C'est un grand jour. » Léo prit le sac et se tourna pour partir. C'est alors que l'alarme retentit. Pas dans la boutique d'Émilie. 3 magasins plus loin, chez le vendeur d'électronique. Un bip strident perça le bruit ambiant du centre commercial. Les clients tournèrent la tête. L'agent de sécurité Kevin Morales parla dans sa radio, la voix pressée. « On a un 105 à Mégatech. Suspect en fuite vers la sortie est. » La voix du répartiteur crépita. Description. Morales plissa les yeux le long du couloir. Homme noir, fin d'adolescence, portant un pull sombre et un sac à dos. Cet appel vague, un homme noir, en pull, faisait écho à d'innombrables affaires où les préjugés avaient tourné au drame. Léo était à 50 mètres de là, regardant une vitrine. Il portait un pull gris, il avait un sac à dos, il ignorait totalement qu'il correspondait à une description. Morales l'aperçut, son regard se durcit. Léo était le seul adolescent noir visible dans cette partie du centre commercial. « J'ai un visuel sur un suspect potentiel », dit Morales dans sa radio, se déplaçant pour l'intercepter. Le téléphone de Léo vibra à nouveau. Un autre texto de son père. « État 15 minutes. Je t'aime. » Léo tapa sa réponse. « Moi aussi je t'aime, papa. » Il n'eut jamais l'occasion de l'envoyer. Morales était déjà en mouvement, donnant déjà l'alerte et faisant déjà la pire erreur de sa carrière. Et l'agent Damien Hébert était déjà dans sa voiture de patrouille à 2 rues de là, ses gyrophares commençant à clignoter, accélérant vers le centre commercial. Léo ramassa son sac et se dirigea vers la sortie. Il poussa les portes vitrées et entra dans le parking. Le soleil lui frappa le visage. Il ajusta son sac à dos et vérifia son téléphone. Sa sœur Sophie avait envoyé un texto. « Hâte de voir ce que tu m'as pris. » Il était en train de répondre quand il entendit la voix. « Toi, ne bouge plus. » Léo leva les yeux. L'agent Damien Hébert marchait vers lui d'un pas décidé, la main sur son arme de service. Son partenaire, l'agent Marc Chen, suivait quelques pas derrière. Léo se figea, moi, pas un geste. Hébert réduisit la distance rapidement. « Les mains où je peux les voir. » L'estomac de Léo se noua. Il leva lentement les 2 mains, son téléphone dans l'une, le sac de course bleu dans l'autre. « Agent, je crois qu'il y a une erreur, j'ai dit... » Pas un geste. Hébert saisit l'épaule de Léo et le fit pivoter. « Vide tes poches. Maintenant. Je viens d'acheter... » Les mains de Léo tremblaient alors qu'il obtempérait. Il sortit son portefeuille, ses clés, son téléphone. Hébert les lui arracha, le plaquant contre une voiture garée. Le métal était chaud sous les paumes de Léo. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Un pull et un bonnet pour l'anniversaire de ma sœur. J'ai le ticket, juste là. » Hébert déchira le sac. Il sortit le pull bleu, l'inspecta comme s'il s'agissait d'un butin, puis le jeta par terre. Le bonnet suivit. Il attrapa le ticket, le regarda à peine 2 secondes, puis le froissa dans son poing et le laissa tomber. N'importe qui peut falsifier un ticket de caisse. Léo le regarda incrédule. « Quoi ? Non, il est vrai. La vendeuse peut confirmer, bien sûr qu'elle peut. » La voix de Hébert dégoulinait de sarcasme. Il se tourna vers Chen. « Vérifie son identité. »
Chen ramassa le portefeuille de Léo, en sortit sa carte d'identité et sa carte d'étudiant. Il les étudia attentivement. Léo Dubois, 16 ans, lycée du Lac. Chen leva les yeux. Hébert, il a une mention tableau d'honneur sur sa carte. Hébert ne daigna même pas jeter un œil. Et alors, les premiers de la classe volent aussi. Une foule se formait maintenant. Des clients sortant du centre commercial, attirés par l'agitation. Les téléphones commencèrent à se lever. Au moins 20 personnes qui regardaient, qui filmaient tout. Léo sentait chaque regard sur lui. Son visage brûlait de honte. « Je n'ai rien volé. S'il vous plaît, vérifiez juste les caméras de sécurité à l'intérieur. Vous verrez. »« Tourne-toi, » ordonna Hébert. « Monsieur, si vous vouliez juste... » « J'ai dit, tourne-toi. » Hébert attrapa le bras de Léo et le tira violemment, projetant sa poitrine contre le capot de la voiture. L'impact lui coupa le souffle, les mains dans le dos. Léo obéit, son cœur martelant ses côtes. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas lui arriver, pas à lui. Pas pour avoir acheté un cadeau d'anniversaire. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête. « Rentre toujours à la maison en sécurité, mon chéri. » Hébert écarta les jambes de Léo d'un coup de pied. « Écarte les jambes. Agent, je n'ai rien fait de mal. Ferme-la. » Hébert commença la palpation, brutale et agressive. Ses mains parcourant ses flancs, ses jambes, vérifiant sa ceinture, ses chevilles, tout cela visible par la foule grandissante, tout cela humiliant. Hébert retira le sac à dos de Léo et l'ouvrit. Des livres se déversèrent sur le trottoir. Un manuel de mathématiques à la tranche usée, un exemplaire des âmes du peuple noir pour son cours de littérature, un classeur rempli de notes, une pochette intitulée « Dossier d'admission, Université américaine de Paris ». Hébert ramassa la pochette, la plaça, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait sa lettre d'acceptation, celle qui avait fait pleurer sa mère, celle qui représentait 4 années de travail acharné. « Ah, une grande université, hein ?» Hébert la brandit, la voix assez forte pour que tout le monde entende. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as volé la lettre d'admission aussi ?» Quelques personnes dans la foule rirent, pas beaucoup, mais assez pour que Léo l'entende, assez pour lui tordre l'estomac. Les yeux de Léo le piquèrent. « Elle est à moi, je l'ai méritée. » Bien sûr, Hébert jeta la pochette de côté comme un déchet. Les pages s'éparpillèrent dans la brise. Léo regarda son avenir s'envoler à travers le parking. C'est alors qu'Émilie Cartier sortit en courant du centre commercial. « Agent, agent, attendez !» Elle était à bout de souffle, agitant sa tablette. « Je suis la vendeuse de la boutique Mode Actuelle. Je lui ai vendu ce pull il y a 10 minutes. » Hébert la regarda à peine. « Madame, reculez. Mais j'ai la preuve de la transaction ici même. » Émilie tendit sa tablette, montrant le ticket horodaté. Léo pouvait le voir d'où il était, une preuve irréfutable. Léo Dubois, carte bancaire se terminant par 3948, achat à 11h27. C'est lui. Je me souviens de lui parce qu'il l'achetait un cadeau pour sa sœur. Chen s'avança. « Hébert, peut-être qu'on devrait... » « On suit le protocole, » le coupa Hébert. Il se tourna vers Émilie, la voix plus dure. « Madame, c'est une affaire de police. J'ai besoin que vous reculiez, maintenant. » Mais il n'a rien volé. La voix d'Émilie monta, désespérée. « Je viens littéralement de lui vendre ses articles. Je peux vous montrer les caméras du magasin. Reculez. » La main de Hébert se déplaça vers sa ceinture, vers son arme. Émilie hésita, la peur traversant son visage. Puis, elle se retira, mais ne partit pas. Elle se tint au bord de la foule, sa tablette serrée contre sa poitrine, secouant la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Léo croisa son regard. « Merci, dit-il doucement, merci d'avoir essayé. » Elle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. La radio de Hébert crépita. « Unité 43, quel est votre statut ?» Hébert appuya sur le bouton. « Suspect appréhendé. Demandons renfort pour transport. Renfort en route. Soyez avisés, le suspect est potentiellement armé. » Le sang de Léo se glaça. « Quoi ? Je ne suis pas armé. Je n'ai pas d'arme ?» La main de Hébert se posa sur son pistolet. « À terre. Maintenant, je ne suis pas armé. » À terre, Hébert dégaina son arme. Le pistolet sortit de son étui en un mouvement fluide. La foule eut un hoquet de stupeur. Plusieurs personnes crièrent. Léo tomba à genoux, les mains levées bien haut au-dessus de sa tête. « S'il vous plaît, ne tirez pas. Je ne résiste pas. Je n'ai pas d'arme. S'il vous plaît. » Face contre terre. Les mains derrière la tête. Léo s'allongea sur l'asphalte. Le béton était chaud contre sa joue. Il croisa les doigts derrière sa tête, essayant de ne pas trembler. Les mots de sa mère, encore. « Garde tes mains visibles. Dis oui, monsieur, rentre à la maison en sécurité. » Il essayait. Mon Dieu, comme il essayait. Hébert rengaina son arme et laissa tomber son genou sur le dos de Léo de tout son poids.
L'air fut chassé des poumons de Léo. « Je ne peux pas respirer » halta-t-il. « Cesse de résister. » Hébert appuya plus fort. « Je ne résiste pas. » La voix de Léo sortit étranglée, désespérée. « Je ne peux pas respirer. Alors arrête de parler. » Hébert attrapa le bras droit de Léo, le tordit en arrière dans un angle contre nature. Quelque chose dans son épaule craqua. La douleur explosa le long de son bras, des voix s'élevèrent de la foule. « C'est un gamin. Vérifiez le ticket. C'est une honte. » Mais 20 caméras continuèrent d'enregistrer. 0 personne n'intervenait physiquement. Le téléphone de Léo, posé au sol près de sa tête, se mit à vrombir. L'écran s'alluma, papa appelle, il sonna et sonna. Une seconde voiture de patrouille arriva. Le sergent Robert Diaz en sortit. Il s'approcha, évaluant la scène. « Qu'est-ce qu'on a, Hébert ? Toujours à genoux sur Léo » répondit suspect correspondant à la description du vol au magasin d'électronique. Diaz baissa les yeux sur Léo, puis sur le sac et les papiers éparpillés. Il ramassa le ticket froissé, le lissa, le lut attentivement. « Ce ticket est d'aujourd'hui. Horodaté il y a 20 minutes. Ça pourrait être un faux, » dit Hébert. Diaz haussa un sourcil. Il s'accroupit, regarda le visage de Léo. Du sang commençait à couler de son nez. « Mon garçon, comment tu t'appelles » Léo Dubois, réussit à murmurer Léo. « J'ai 16 ans ?» Diaz se releva lentement. Il regarda la foule, tous ces téléphones qui enregistraient. Il regarda Émilie Cartier, tenant toujours sa tablette de ses mains tremblantes. Puis, il se retourna vers Léo, toujours coincé sous le genou de Hébert. Une lueur d'espoir traversa Léo. « Emmenez-le pour interrogatoire, » dit Diaz. « Mieux vaut prévenir que guérir. » L'espoir mourut sur le champ. Hébert releva Léo. L'épaule de Léo hurlait de douleur. Ses jambes faillirent le lâcher. Hébert le stabilisa brutalement, puis sortit ses menottes. « Vous avez le droit de garder le silence ?» Le métal froid des menottes se referma sur ses poignets. Trop serré. Chaque clic résonnait dans les oreilles de Léo comme un coup de feu. Des protestations s'élevèrent de la foule. « C'est du profilage racial. Laissez-le appeler ses parents. » D'autres restaient silencieux, mal à l'aise mais peu enclins à parler. Léo se tenait là, menotté au centre de sa propre humiliation publique. Son téléphone vibra à nouveau sur le sol. Papa appelle. Toujours sans réponse. Hébert poussa Léo vers la voiture de patrouille. Il lui mit la main sur la tête, le forçant à se baisser pour entrer à l'arrière. La portière claqua. Le bruit était final, absolu. À travers la vitre, Léo voyait tout ce qu'il laissait derrière lui. Le pull bleu froissé sur le sol, maintenant taché de terre. Le cadeau d'anniversaire de sa sœur détruit. Alors que la voiture démarrait, Léo vit à travers la lunette arrière Émilie Cartier, toujours là. Elle avait son téléphone pressé contre son oreille maintenant. Elle devait avoir répondu à l'appel de son père. Elle parlait, gesticulait. Bien, au moins quelqu'un le préviendrait. Léo ferma les yeux. La douleur physique n'était pas le pire. Le pire, c'était l'humiliation, l'impuissance, la certitude que sa vie venait de basculer à jamais. Le commissariat de police sentait le café brûlé et la vieille paperasse. On mena Léo dans une petite salle d'interrogatoire. Mur gris, une table en métal, 2 chaises, une caméra dans le coin. La porte se referma. Léo était seul. L'horloge indiquait 12h03. Son père sortait du travail à 12h30. Dehors, sur le parking de l'autre côté de la rue, un SUV noir aux vitres teintées attendait, moteur au ralenti. À l'intérieur, l'agent Laura Simone s'ajusta son oreillette. « On a un visuel, le sujet est à l'intérieur. » L'agent David Ramirez consulta sa tablette. « Le directeur Dubois arrive dans 8 minutes. Il a vu les images du centre commercial. En intégralité. C'est grave. Son gamin s'est fait plaquer le visage contre le béton, genou dans le dos, tout le spectacle. » La mâchoire de Simone se serra. L'agent, Hébert, le même qui a eu 2 plaintes pour usage excessif de la force l'an dernier. Toutes 2 classées sans suite. Pas cette fois. Dans la salle d'interrogatoire, Léo fixa les murs. Il pensa au discours de sa mère. « Tu es noir en France, les règles sont différentes. » Il avait été prudent, il avait été poli, et il était quand même là. La porte s'ouvrit. Chen revint avec un dossier. « Léo, on a regardé les images de sécurité du centre commercial. » Léo se leva d'un bond. Chen hésita. « Tu n'étais pas près du magasin d'électronique au moment du vol. Tu étais dans une section complètement différente. » Un soulagement l'inonda. « Alors, je peux partir. » Eh bien, le sergent Diaz veut d'abord compléter le rapport. Procédure standard. Léo n'en revenait pas. Procédure standard. Vous venez de dire que je n'ai rien fait, vous avez la preuve. Je sais. Mais alors pourquoi suis-je encore ici ? Chen sembla mal à l'aise. « Écoute, je suis de ton côté. Mais ce n'est pas ma décision. » 1 heure, Léo frappa la table de sa main. « Ça fait déjà presque 1 heure que je suis là.
Vous venez d'admettre que je suis innocent. Je comprends votre frustration. Frustré, Léo eut un rire amer. On m'a jeté à terre devant 50 personnes. Votre partenaire m'a traité de criminel. Ma lettre d'admission est éparpillée sur un parking. Et vous voulez que j'attende encore 1 heure? Dans le bureau de Diaz, Hébert se tenait au garde à vous. Ça ne sent pas bon, Hébert. Ton intervention est partout sur les réseaux sociaux. Le hashtag Justice pour Léo a plus de 10 000 tweets. La mâchoire de Hébert se crispa. Et alors, on a fait notre travail? Ah oui, Diaz ferma son ordinateur portable. Le gamin avait un ticket. La vendeuse a témoigné pour lui, les caméras confirment son histoire. Et tu l'as quand même embarqué. Mieux vaut prévenir que guérir, ou mieux vaut avoir peur que d'être responsable, rétorqua Diaz. Tu as dégainé ton arme sur un adolescent non armé. La répartition a dit qu'il pourrait être armé. Sur la base de quoi? D'un agent de sécurité qui a montré du doigt le premier gamin noir qu'il a vu. Je ne tolère pas. Je me fiche de ce que tu tolères. Je finis ce rapport, je libère le gamin avec des excuses et j'espère que ça ne se terminera pas par un procès. Le téléphone de Diaz sonna. Sergent Diaz. Il écouta. Son visage changea. Quoi? Quand il jeta un œil à la porte, combien? Une pause, compris, j'arrive tout de suite. Il raccrocha lentement. Le FBI dans son hall d'entrée, pour une affaire de vol à l'étalage. Mais qu'est-ce qui se passait, bon sang? Les portes d'entrée s'ouvrirent à la volée. 10 agents en coupe-vent siglés FBI envahirent le hall. Équipement tactique, armes visibles. L'agent Laura Simmons s'avança. FBI. Nous sommes ici pour Léo Dubois. Le sergent Diaz se précipita hors de son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Simmons montra son badge. Agent spécial Simmons, FBI. Ce bâtiment est sous observation fédérale. Où est Léo Dubois? C'est un suspect dans une affaire de vol. Ce n'est pas un suspect. C'est un mineur sous protection fédérale. Vous le détenez illégalement. Hébert s'avança. Protection fédérale pour un voleur, à l'étalage Simmons le foudroya du regard. Vous êtes l'agent Hébert, n'est-ce pas? Nous parlerons, mais d'abord, où est Léo Dubois? Diaz déglutit. Salle d'interrogatoire, couloir nord. Simmons fit signe à 2 agents. Ils partirent immédiatement. La porte de Léo s'ouvrit. Léo Dubois. Il hocha la tête, terrifié. L'agent Ramirez montra son badge. FBI, vous êtes en sécurité. Venez avec nous. On le conduisit dans le hall. Léo se figea en voyant la scène. 10 agents fédéraux. Diaz, le visage blême. Hébert, l'air effrayé. Les portes d'entrée s'ouvrirent à nouveau. Tout le monde se tourna. Un homme entra. La quarantaine, noir, grand, costume sombre, badge du FBI à la ceinture. Mais la façon dont les autres agents se redressèrent, la façon dont Simmons s'écarta, c'était un supérieur. Les yeux de l'homme balayèrent la pièce et se posèrent sur Léo. Léo le dévisagea. Quelque chose lui était familier, cette mâchoire, cette posture. Papa, un murmure à peine audible. Un souffle parcourut la pièce. L'homme traversa le hall en 3 enjambées. Il posa ses mains sur les épaules de Léo, cherchant des blessures. « Ça va, ils t'ont fait du mal. » Léo ne pouvait pas parler. L'homme le serra dans ses bras, une étreinte brève mais puissante, puis se tourna pour faire face à la salle. Sa voix changea, autoritaire. « Je suis le directeur Marcus Dubois, du bureau régional du FBI. Pause. Et voici mon fils. » Silence complet. L'esprit de Léo tournait. « Directeur. » Son père travaillait dans l'administration fédérale. Il n'avait jamais demandé de détails. Marcus garda sa main sur l'épaule de Léo. « Il y a 33 minutes, le téléphone de mon fils a cessé de bouger. J'ai une application de suivi standard pour les familles d'agents fédéraux. Quand j'ai vu sa localisation à ce commissariat, j'ai récupéré moi-même les images du centre commercial. » Il regarda Hébert. « J'ai tout vu. L'interpellation, la fouille, la force, le déni de ses droits. Mon fils achetait un cadeau d'anniversaire. Il avait un ticket, un témoin, il n'a rien fait de mal. Pourtant, il a été jeté à terre, menotté, détenu. » Diaz tenta de parler. « Directeur Dubois, nous avons répondu à un appel. Vous avez fait du profilage racial sur un adolescent. » Marcus sortit sa tablette. « Voici le véritable suspect. Homme blanc, la vingtaine, pull rouge, pas de sac à dos. Parti 6 minutes avant que mon fils ne soit abordé. » Hébert s'en fichait. Il a vu un adolescent noir et a présumé de sa culpabilité. Marcus se tourna vers Léo, la voix plus douce. « Mon fils, pour le procès verbal, est-ce que l'agent Hébert t'a lu tes droits avant de t'arrêter, pas avant de me menotter, après m'avoir déjà fouillé et jeté à terre, as-tu demandé à passer un appel plusieurs fois? Il a dit que j'en aurais un au poste, je ne l'ai jamais eu. » Marcus hocha la tête.
L'agent Simmons projeta l'intégralité des images sur un écran mural. Tout y était. L'agression, la peur de Léo, le genou sur son dos. Je ne peux pas respirer. La vidéo se termina. Silence. Certains officiers détournèrent par le regard. Marcus laissa le silence s'installer puis parla. « Sergent Diaz, j'ai regardé mon fils de 16 ans, élève modèle qui n'a jamais eu une heure de colle, se faire brutaliser. J'ai regardé 50 personnes filmer au lieu d'aider parce qu'ils avaient peur de la police. » Sa voix se durcit. Ce n'est pas une bavure policière. C'est une violation fédérale des droits civiques. Et ça s'arrête aujourd'hui. Agent Hébert, vous êtes suspendu. Votre badge est votre arme. Maintenant. Les mains de Hébert tremblaient. Il retira son badge, le posa sur le bureau, puis son arme. Le bruit résonna. Marcus se tourna vers Léo, l'expression adoucie. Le père était de retour. On rentre à la maison. Devant le commissariat, Marcus gardait sa main sur l'épaule de son fils. « Tu es en sécurité maintenant, papa, je n'ai pas... »« Je sais, tu n'as rien fait de mal. » Léo sentit les larmes monter. Il ne put les retenir. Marcus le serra dans ses bras. « Laisse tout sortir. » Toute la peur, l'humiliation, la colère se déversèrent. Après un moment, Marcus recula. « Voici ce qui va se passer maintenant. On va s'assurer que ça serve à quelque chose, pas seulement pour toi, mais pour chaque gamin qui n'a pas un directeur du FBI pour père. » 2 semaines plus tard, la salle des fêtes de la ville était comble. Sur scène, Marcus Dubois, le sergent Diaz, la mère et Léo. Marcus prit la parole. « Il y a 2 semaines, mon fils a été victime de profilage racial, agressé et détenu illégalement. Si je n'avais pas été qui je suis, cette histoire se serait terminée très différemment. La justice ne devrait pas dépendre de qui est de votre père. Elle devrait être un droit pour tous. » Des applaudissements remplirent la salle. Il annonça les nouvelles mesures, formation obligatoire sur les préjugés implicites, comité de surveillance citoyen présidé par l'agent Chen, caméra piéton pour chaque agent. Diaz s'excusa publiquement. L'agent Hébert avait démissionné et suivait un programme de justice réparatrice. La mère se tourna vers Léo. « Léo, voudrais-tu dire quelque chose ?» Léo s'approcha du micro. La salle devint silencieuse. « Je faisais juste les magasins » commença Théil, la voix calme mais ferme. « Mais ils ont vu une menace. » Il regarda l'assemblée. « Ne laissez pas cela devenir l'histoire de vos enfants. Élevez la voix comme Madame Cartier l'a fait. C'était tout. » Mais la salle explosa en une ovation debout. Après la réunion, l'agent Chen s'approcha. « Léo, je veux m'excuser personnellement. J'aurais dû en faire plus ce jour-là. Je savais que c'était mal, mais je ne l'ai pas arrêté. » Léo le regarda. « Vous étiez mal à l'aise, je l'ai vu, mais être mal à l'aise, ce n'est pas la même chose que d'agir. » Chen hocha la tête. « Je sais, c'est pourquoi je suis au comité de surveillance. Je veux m'assurer que ça n'arrive plus jamais. » Il tendit la main. Léo la serra. « Alors travaillons ensemble. » 3 mois plus tard, Léo déballait des cartons dans sa chambre d'étudiant. Il sortit le pull gris, le même que ce jour-là. Il l'avait lavé, gardé. Son colocataire entra. « Joli pull. Tu l'as eu ?» Où Léo sourit. « C'est une longue histoire. Rappelle-moi de te raconter le jour où j'ai appris la différence entre le pouvoir et la justice. » Un moment d'injustice était devenu un catalyseur de changement. Damien Hébert intervenait désormais dans les écoles de police pour parler des préjugés. L'agent Chen présidait le comité de surveillance où de vrais changements, lents mais réels, avaient lieu. Le nouveau protocole de sécurité du centre commercial avait été adopté par des dizaines d'autres dans tout le pays, car la justice ne devrait pas dépendre de la chance ni du statut d'un père. Elle devrait être un droit pour tous. Et le changement ne commence pas par un coup de chance, mais par un acte de courage. Si vous croyez en la bonté, abonnez-vous pour ne pas manquer les histoires inspirantes.